Parlons de comment fonctionne le système féodal. Nous sommes au Moyen-Âge, à une époque où les rois doivent faire des concessions à leurs seigneurs comme des ducs en leur donnant des terres, qui eux-mêmes en donnent à leurs propres vassaux comme des comtes ou des barons, qui eux gèrent les serfs, qui représentent la populace qui cultive les terres. L'objectif est qu'en échange de cela, les vassaux restent loyaux à leurs seigneurs et surtout que les seigneurs restent loyaux au roi pour la terre qu'ils leur accordent. Sauf qu'à maintes reprises, on a vu ce système se retourner contre les rois car la loyauté d'autant de personnes est très dure à conserver, avec surtout des rois qui disposent en définitive d'une moindre parcelle de territoire que ce qu'on pourrait imaginer. Voici le royaume de France, en 1180. On pourrait croire à un vaste pays uni derrière le roi, mais c'est faux. Voici la taille du domaine royal, c'est-à-dire les terres contrôlées directement par le roi. Et c'est là la principale différence avec les royaumes qui viendront après le Moyen-Âge. Ici, le roi ne peut ignorer ses vassaux qui parfois changent de camp ou même entrent ouvertement en rébellion, comme le duché de Flandre. C'est pourquoi les rois devaient absolument s'assurer la loyauté de leurs vassaux et ne pouvaient prendre des décisions d'ampleur sans leur aval. Comment les rois gagnent de l'argent au Moyen-Âge? Alors on a déjà abordé le sujet que les rois ne contrôlent que peu de terres par rapport à la taille de leur royaume. Mais s'ils contrôlent peu de terres, comment gagnent-ils de l'argent? Eh bien, déjà en numéro 1, forcément, les vassaux doivent payer une certaine somme au roi par rapport au fait que le roi leur ait offert leur titre de duché, de comte, ça fait déjà une source de revenus. Mais si après, on peut aller un peu plus dans le détail, il nous faut prendre l'exemple des rois d'Angleterre. Très simple, l'Angleterre, un pays peu peuplé, beaucoup de terres agricoles et une des zones textiles les plus riches de l'époque en voisin. Il n'en fallait pas moins pour que les rois d'Angleterre sautent sur cette opportunité en faisant une première taxe sur le fait d'exploiter des terres en Angleterre pour y faire de la laine. Et puis ensuite, une autre taxe, cette fois-ci pour exporter la laine vers la Flandre. Ainsi, une partie de ce juteux commerce finissent dans les poches du roi d'Angleterre. Les rois endettés au Moyen-Âge? Oui, même avec ce que nous avons déjà abordé, les rois épuisent très vite leur trésorerie et s'endettent, souvent à cause du coût astronomique des guerres. Il leur faut donc de l'argent, de façon immédiate. Il leur reste donc deux possibilités. La première, vivre à crédit, car nous avons parlé de ceux qui produisent de la laine en Angleterre. Eh bien, les maîtres de ce domaine sont souvent amis des rois d'Angleterre. Rois d'Angleterre qui offrent ensuite des cadeaux en échange du soutien économique de ces riches familles. Cela vaut pour à peu près toutes les monarchies, essayant chacune de s'attirer les faveurs de sa propre noblesse pour pouvoir lui demander à l'aide et support en cas de besoin. Ou un peu plus loin que les nobles, nous avons les riches familles de banquiers, comme Charles Quint et la famille des banquiers d'Augsbourg, qui ont une immense importance dans les finances de l'empereur Charles. Les rois se servent ensuite des gains de leur guerre pour rembourser ces familles, avec bien sûr les intérêts à la clé. Le second point, c'est d'aller chercher l'argent auprès de ceux qui en ont, comme lorsque Philippe le Bel détruit l'ordre des Templiers et saisit ces immenses richesses pour le royaume de France. Voilà, j'espère que la compilation de ces 3 épisodes sur le Moyen-Âge vous aura plu. Et surtout, avant de partir, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner ou de liker. Votre soutien fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à bientôt.